Hello, c'est Valentin. Deux petites choses rapides avant de commencer cet épisode. La première pour t'informer que nous organisons désormais des lives tous les dimanches soirs avec des petits jeux, des quiz et des cadeaux à faire gagner. Le tout dans une ambiance détente. Alors si t'as le temps, n'hésite pas à passer une petite tête sur notre chaîne Twitch ou YouTube. Deuxième chose, l'Euro 2024 arrive et dans l'objectif de se développer financièrement, 11e art est à la recherche d'un partenaire qui pourrait nous accompagner tout au long de la compétition. Si tu connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui bosse dans une boîte qui serait intéressé, n'hésite surtout pas à nous envoyer son contact ou à transmettre nos coordonnées ou nos réseaux sociaux sur lesquels nous répondons très rapidement. Et enfin, pense à t'abonner, à liker et à activer les petites cloches pour être informé des nouveaux épisodes. Très bon épisode à toi. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce 22e épisode du Comex de la saison. 1,2 milliard d'euros, ce serait la valeur totale des contrats signés par Jonathan Barnett, l'agent de joueurs qui détiendrait le plus gros portefeuille de clients en termes de valeur de joueurs. Moins discret et donc plus connu en France, notamment à cause de ses activités à Monaco puis au PSG, Georges Mendes serait la deuxième place de ce classement avec un portefeuille valorisé à 1 milliard d'euros. Des chiffres qui varient selon les années et les contrats signés, et une liste à laquelle on pourrait ajouter de nombreux noms, comme ceux de Rafaela Pimenta, désormais en charge du portefeuille de Mino Raiola, Pini Zahavi ou Volker Strutz par exemple. Des super agents qui monopolisent une très large partie des principaux actifs de joueurs dans le monde, mais qui n'incarnent pas pour autant la réalité d'une profession ultra concurrentielle. À titre d'exemple, en France, il existe entre 500 et 600 agents licenciés par la FFF pour environ 1300 joueurs professionnels ou en passe de le devenir. Un métier que le grand public méconnaît et qui subit très souvent les conséquences des jeux d'influence et politiques orchestrés par ces fameux super agents. Pourtant, cette profession ne se limite pas uniquement aux périodes de transfert et aux négociations de contrats. Il implique aussi des missions de conseil, du conseil en stratégie sportive évidemment pour planifier de potentielles évolutions de carrière, mais aussi du conseil fiscal ou patrimonial par exemple. D'un point de vue sportif, les sociétés d'agents font aussi appel à toutes les entreprises de data qui existent ou à des analystes vidéo extérieurs pour permettre à leurs joueurs de s'améliorer. Des missions variées, donc, qui nécessitent des compétences et connaissances dans de nombreux domaines, allant du sport au marketing en passant par la fiscalité et le droit, et sans oublier évidemment la maîtrise de nombreuses langues étrangères. À titre d'exemple, Rafaela Pimenta maîtriserait pas moins de 8 langues différentes. Une profession qui est d'ailleurs soumise à une réglementation juridique très stricte. En France, depuis 2010, une loi encadre le métier d'agent sportif. Tout d'abord, l'exercice du métier d'agent est conditionné à l'obtention d'une licence délivrée par le CNOSF, suite à un examen très complet dont le taux de réussite annuel ne dépasse que rarement les 10%. Ils doivent être enregistrés en tant que personne physique et non morale auprès de la fédération, et tous les contrats passés avec les joueurs et les clubs aussi. Et enfin, les dérives sont encadrées et pénalisées. Les agents, d'ailleurs, peuvent être soumis à un contrôle de la DNCG qui a un droit de regard sur leurs activités. Ensuite, l'agent peut être mandaté pour trois raisons différentes. D'abord pour représenter un club vendeur, ou alors pour représenter un club acheteur, ou enfin un joueur. Ils sont rémunérés via les commissions touchées sur les différents transferts, qui sont des pourcentages calculés en fonction du salaire du joueur ou en fonction du montant du transfert, et qui sont évidemment plafonnés selon que vous agissiez pour le joueur ou un des clubs acheteurs ou vendeurs. Cette réglementation est d'ailleurs l'objet de nombreux débats dans le monde des agents. En 1994, quelques mois avant l'arrêt Bosman, la FIFA généralise un examen d'admission pour obtenir une licence d'agent. Cet encadrement est abandonné en 2015 et laisse à la charge des fédérations et des juridictions nationales, est laissé à la charge des fédérations et des juridictions nationales, pardon, je me suis embrouillé, qui choisissent ou non de légiférer sur ce sujet-là. Une décision vivement critiquée par les syndicats d'agents, puisqu'elle ouvre alors la porte au métier à des personnes absolument pas habilitées et qualifiées pour exercer cette profession. En France, la loi a été mise en place en 2010 et a permis de garder une certaine continuité et un encadrement assez strict de la profession. Mais dans d'autres pays, la réglementation est beaucoup moins stricte et il devient très simple de devenir agent du jour au lendemain, la licence n'étant pas forcément obligatoire. En 2022, pour lutter contre les conflits d'intérêts, les agents non licenciés dans leur pays et améliorer la transparence financière et administrative, la FIFA fait machine arrière et décide de reprendre en main la question de la réglementation du métier d'agent en réinstaurant l'obligation de détenir une licence. De nombreuses nouvelles règles sont mises en place sur les conditions d'obtention du diplôme, sur les contrats de représentation, les obligations et interdictions, et aussi sur la question des doubles mandats qui faisait beaucoup débat à l'époque. Une chambre de compensation est aussi mise en place à la FIFA pour réguler et valider les transactions.
Une nouvelle réglementation nécessaire dans les pays qui ont choisi en 2015 de ne pas encadrer la profession, mais qui pose problème dans les pays où les réglementations spécifiques étaient déjà en place, en créant notamment des distorsions de concurrence. À titre d'exemple, en France, le plafond des commissions est fixé à 10%. Dans sa nouvelle réglementation, la FIFA autorise le double mandatement. Un agent a donc le droit d'opérer pour un joueur et un club acheteur uniquement, puisqu'ils ont le même intérêt qui est évidemment la signature du joueur. Les commissions pour un double mandat sont limitées par la FIFA à 6%, donc 3% payés par le joueur et 3% payés par le club. Or, la loi française interdit, elle, ce double mandatement. Les agents ne pourront donc toucher que 3% de commission maximum, alors que la loi française prévoit un plafond maximal à 10%. Les agents n'ont donc plus aucun intérêt à travailler en France, puisque leurs intérêts sont 2 fois moins importants qu'à l'étranger, ce qui créerait donc un problème majeur pour les joueurs et pour les clubs qui n'auraient plus de représentants. Ceci est un exemple parmi tant d'autres, et c'est la raison pour laquelle la justice allemande a retoqué cette nouvelle réglementation qui a donc été suspendue de facto. Des mésententes qui prouvent la difficulté de réguler et encadrer cette profession. Un manque d'encadrement juridique qui n'a pourtant pas empêché la profession de se développer, puisque les commissions d'agents ont triplé depuis 10 ans pour atteindre quasiment 900 millions d'euros l'été dernier. Des montants qui concernent principalement les clubs européens, puisque 86% de ces commissions ont été touchées dans la zone UEFA, mais qui bénéficient surtout aux super agents qui s'accaparent les commissions des plus importants transferts et des montants les plus élevés. Enfin, évidemment, le secteur n'échappe pas à son lot de malversations. De nombreux agents non licenciés opèrent un peu partout en Europe, à l'image du procès qui s'ouvre aujourd'hui contre Saïd Chaban, l'ancien président d'Angers, dont je vous invite à lire le récit dans l'équipe du jour. Sans oublier la question des conflits d'intérêts, à l'image de Jorge Mendes au PSG, à Wolverhampton ou au FC Barcelone. Beaucoup de choses à dire donc sur la profession d'agent. Sont-ils les réels bénéficiaires de ce système? Quels sont les leviers à activer pour encadrer la profession? Sont-ils les véritables maîtres du football? C'est le sujet de notre 22e épisode du COMEX. Agent de point, les boucs émissaires du football. C'est évidemment une question qu'on se posera. Et pour discuter de tout ça, un nouveau venu dans le COMEX, journaliste indépendant qui travaille pour des médias comme Prime Video, L'équipe et M6, mais aussi maître de cérémonie à l'UEFA et surtout contributeur de la revue de l'After. On reçoit aujourd'hui Timothée Mémon. Salut Timothée, bienvenue dans le COMEX. Bonsoir à tous, merci de m'accueillir. On te reçoit donc aujourd'hui puisque tu as écrit un article dans le dernier numéro de la revue sur les relations entre agents et journalistes. Un article dans lequel tu confesses avoir été un petit peu dépassé par le fléau des infos mercato à l'époque où tu bossais dans une rédaction, mais dans lequel tu décryptes la guerre de l'information mercato que mènent certains journalistes, parfois aussi appelés insiders, et que certains agents n'hésitent pas à utiliser, alors parfois de manière professionnelle, parfois aussi à leur insu. Et je n'en dirai pas plus sur cet article, si ce n'est que le COMEX est évidemment partenaire de la revue de l'After et que pour le découvrir, vous n'avez qu'à vous abonner à la revue sur le site l'after.media pour seulement... Afterfoot.media. L'afterfoot.media. Non, l'after.media. Ah oui, ça a changé. Ouais. Je suis pas au courant. Voilà. Mais du coup, est-ce que tu es au courant des montants des abonnements? C'est moins de 5 €. Même si moi, je ne suis pas abonné, vous m'excuserez. C'est 4,50 € et 42 €. Voilà. 4,50 € par mois et 42 € par an. Exactement. Et donc, vous l'avez entendu, pour nous accompagner ce soir, l'homme qui a chapeauté cet excellent dossier dans la revue de l'After. S'il était un agent mondialement reconnu, il se servirait probablement de son influence pour démocratiser le port de la doudoune sans manche. Finalement, plutôt satisfait que tu te sois cantonné à la philosophie, Thibaut. Oui, quoique j'ai fait une semaine avec ma doudoune à Paris. J'en ai profité. Absolument. Il y a eu rencontre donc entre les deux. Il y a eu rencontre. On ne sait plus. Bon, lui, s'il était agent, il se spécialiserait dans le dénichage de cracks, pouvant participer quelques années plus tard à l'émission Faites entrer l'accusé. Pour ne pas paraître insultant, je ne dévoilerai pas les pépites qu'il m'a envoyées aujourd'hui, mais je peux vous garantir que l'expertise est bien là. Comment ça va, David? Non, mais absolument, mais je vais percer ce mystère au grand jour. Je suis absolument persuadé que les frères Lebrun, donc Félix et je ne sais plus comment c'est votre nom, Alexis finiront dans un Faites entrer l'accusé. Ils ont absolument le profil. N'ayant pas de football à regarder ce week-end, je vais regarder la finale des championnats de France de tennis de table. Et honnêtement, si eux n'ont pas le profil pour finir chez Ondelat, je ne sais pas qui là. 17 ans, premier sponsor Optique 2000. Je pense que la voie est absolument toute tracée vers les assises. Donc voilà. Vers les assises. Il y a Charleville-Mézières qui pourrait être candidat. Non, mais honnêtement, il y a absolument tout. Le cercle familial qui fonctionne en vase clos. La cour d'appel d'Épinal. Les lunettes à 39 €. Il y a absolument tout. Excellente analyse. Les pronostics sont pris en tout cas. Ouais.
On en Et reparlera. enfin, lui, s'il était agent, ce serait probablement pour le compte de Orpea afin de dégoter les infos les plus croustillantes et pouvoir toucher les grosses commissions de son nécroloto. Belle semaine, Flo? Écoute, ça va très bien. Le Nécroloto n'a pas été efficace. Tu vois, je suis passé à côté de Frédéric Mitterrand cette semaine. C'est vrai. Est-ce que t'as mis Kate Middleton ou pas pour la Et fin c'est de l'année? exactement ce que Oh, j'allais c'est dire. dur. Non, il n'y a plus d'accès. Il n'y a plus d'accessite là pour Kate Middleton, c'est bloqué. Je la mettrai sur l'année prochaine. D'accord. Très Mais j'ai bien. vu que Florent Pagny était en rémission en plus, donc c'est terrible. Là, mon année va être catastrophique. Tu peux pas mettre des bet in play, le match a commencé, je crois que. Ouais, Non, c'est ça. c'est pas possible. Le cash out est pas possible non plus. En fonction de la chimio. Bon, les amis auditeurs, n'hésitez pas si vous le pouvez à nous soutenir en mettant des petites commissions sur notre cagnotte Hello Asso, si vous le pouvez évidemment, ou alors en nous likant, repartageant, en mettant des petites étoiles sur les différentes plateformes d'écoute ou des petits pouces. Vous connaissez la formule, tout est sur nos réseaux sociaux et sur notre site internet. Pour le faire, ça nous aide énormément. Et merci à tous de le faire, évidemment. Agent, les boucs émissaires du football, nous commencerons ce débat aujourd'hui avec l'homme qui a donc chapeauté ce magnifique dossier dans la revue de l'After, et qui est Monsieur Thibault Leplat. Oui, merci les gars. Alors oui, c'était l'occasion de démarrer aussi un peu officiellement notre partenariat, entre le COMEX et la revue de l'After, de le lancer avec ce numéro spécial agent. Ce qui est intéressant dans cette affaire-là, alors pourquoi cette problématique-là? Pourquoi les agents seraient-ils les boucs émissaires du football? Effectivement, a priori, ça semble pas évident. On aurait plutôt envie de dire l'inverse. Les agents sont plutôt les grands bénéficiaires du foot business et ce sont eux qu'on met en avant. Il y a encore quelques années, on connaissait pas le nom d'agent. Enfin, ça n'intéressait pas grand monde. Aujourd'hui, quand vous faites un numéro sur les agents, quand vous parlez des agents, vous savez que vous allez ramener du monde, ça fait de l'audience, vous pouvez éventuellement vendre des journaux, effectivement aussi. Pourquoi? Parce que c'est une profession qui est au cœur de ce qu'a été la révolution de l'industrie du football depuis 30 ans. Parce qu'ils sont à la fois, parce que comme c'est un métier d'intermédiaire, ils ont été ceux qui ont poussé, ceux qui ont été au centre de toutes les grandes révolutions, hein, qui ont démarré. En gros, il faudrait le dater à partir de l'arrêt Bosman. Il y a la préhistoire des agents, c'est avant Bosman, si je puis dire. Même si c'est une profession qui a toujours existé, hein, qui a existé avec la naissance du professionnalisme. Il y a d'ailleurs un article dans la revue qui est dédié à ce thème-là. Nous, ce qui nous intéresse dans le métier d'agent moderne, tel qu'on le connaît, c'est sa naissance à partir de 95. Donc l'arrêt Bosman, la libéralisation des transferts. Et là, c'est à partir de ce moment-là que commence véritablement le métier d'agent tel qu'on le connaît maintenant. C'est-à-dire plus qu'un impresario qui était le modèle jusqu'à 95, c'est-à-dire souvent c'était des impresarios de cinéma qui s'intéressaient au football. C'est un métier qui n'existait pas, enfin qui existait très à la marge dans le football. C'est devenu une profession à part entière, au point qu'on a même créé une licence, c'est-à-dire donc de discipline, c'est-à-dire donc un système d'évaluation, de régulation. Tu as parlé de 2010 pour la France, la réglementation FIFA est 2015, et puis ensuite elle est revariée 2021, 2022. Et là, maintenant, elle a été retoquée par la justice allemande, notamment. Donc, c'est devenu une profession à part entière, avec les caractéristiques d'une profession, à savoir une régulation, un contrôle du marché et un contrôle d'accès à la profession. C'est très important, d'où la nécessité du diplôme. Donc ça, ce sont des caractéristiques essentielles qui la définissent comme métier. Mais pourquoi bouc émissaire dans ce cas-là? Bouc émissaire parce qu'en réalité, quand tu es au centre de toutes ces évolutions-là, tu reviens toujours sur l'agent. Que ce soit du côté de la direction, du joueur, du journaliste, tu te rends compte que tu ne peux absolument rien faire, Tim va nous en parler après. Ils sont la porte d'entrée du foot business. Et en même temps aussi, parfois, la porte de sortie. Et tu le vois, en fait, moi, en m'intéressant à ce dossier-là, au départ, ce que j'avais déjà dit dans l'émission, mais que je vais redire ce soir, c'est, au départ, j'ai toujours eu une certaine méfiance, antipathie à l'égard de cet univers-là, parce il me semblait qu'on dressait les louanges de personnalités et de profils qui étaient quand même loin d'être recommandables. Parce qu'effectivement, on n'en connaît pas grand-chose, si ce n'est les dérives.
tu as cité quelques-uns. Moi, par exemple, Mino Raiola m'a jamais fait rêver, quoi. Les portraits que je disais de Mino Raiola me semblaient plus consternants que vraiment source d'admiration. Mais en fait, quand tu finis par discuter avec eux, apprendre un peu de leur métier, comprendre un peu leur quotidien, ce que c'est que leur travail, bah, tu te rends compte en fait que il y a un rapport peut-être de 80 à 20% entre les gens qui essayent d'entrer dans ce milieu-là et les gens qui en sont véritablement les acteurs. C'est une poignée d'agents en réalité, c'est une poignée de personnes, les gens qui sont véritablement les acteurs. Tu as parlé des stats tout à l'heure, 1200, 1300 joueurs, 600 agents. Donc quand tu as dit ça, tu as tout compris. C'est-à-dire que tu as un enjeu de concurrence énorme, un marché extrêmement fermé, sur lequel tout le monde veut accéder, et des traditions très longues. Donc les agents qu'on a pu rencontrer dans le cadre de la revue, qu'ils soient en on, en off, beaucoup n'ont pas voulu y participer, ceux qui ont participé ont accepté de le faire à visage découvert. Yvan Lemay, que vous connaissez, Bruno Satin, Raphaël Pimenta et Jean-Pierre Bernès notamment, mais aussi Jennifer Mendelevich notamment aussi, et le frère Djikou aussi qui est agent, Jen Djikou. Tous ces gens-là te racontent un métier qui est finalement un métier très ancien, qui est le métier de conseil. Et ce qui, moi, m'a intéressé dans cette affaire-là, ça a été de m'intéresser à ce que était le travail de celui qui va être en quelque sorte le mentor du joueur pendant sa carrière. Et ce travail de mentorat était quelque chose que je n'avais pas pu lire ou pu voir ailleurs et que j'ai envie de traiter là. Comment tu fais pour guider un joueur dans un univers, dans une industrie devenue folle? Comment on fait pour organiser cet artisanat, parce que c'est un artisanat, le monde des agents, de la représentation de footballeurs, dans une industrie aussi énorme qu'est devenue le football. Je crois que le point est là. Maintenant, chacun se fera son opinion. Moi, ma thèse, c'est que ils sont en quelque sorte, ils peuvent être les boucs émissaires du football, parfois à juste titre, mais aussi parfois de manière injuste, parce que en réalité, personne ne les défend. Et personne n'a intérêt à les défendre. C'est le principe des métiers d'intermédiaire, c'est toujours la faute de l'agent immobilier, c'est toujours la faute du commercial, c'est jamais vraiment la faute de celui qui fait. Je donne un chiffre, un exemple pour terminer. Raphaël Pimenta qui nous dit que 98% de son activité est une activité gratuite. 98% de ce qu'elle fait consiste à aider les gens qui sont ses clients sans jamais facturer ce qu'elle fait. Et qu'en réalité, ils vont se facturer sur 1, 2 deals, 3 deals, mais tout le reste consiste à s'occuper de toute la vie de gens aussi sollicités que peuvent être les footballeurs, tout en étant joignable 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Alors, je suis pas en train de dire qu'il faudrait créer une ONG, Agents sans frontières, ou c'est une profession remarquable. Non, simplement c'est une profession qu'il faut prendre comme telle. C'est-à-dire qu'elle a une valeur en dehors de la question des commissions dont tu parlais tout à l'heure. Les 900 millions dont tu parles, il faut les comparer avec le chiffre d'affaires du football mondial. Effectivement, 900 millions, je crois, moi j'avais lu 500 millions, donc je sais pas, 900 millions, tu as vu le chiffre, mais c'est dans la revue, c'est sur l'article de Richard et du Hautois et de Lucas Rambal. Ah, c'est 900 millions, d'accord, tu as bien fait. Excellente lecture. Bon, 900 millions, moi j'ai parlé sur 500, je me souviens de 500, peu importe. Ou 500, c'est peut-être en France, peu importe. 900 millions, pourquoi? Parce que il faut le mettre en comparaison avec le chiffre d'affaires du football. Rien qu'en France, c'est 2 milliards par an. Donc il faut prendre en compte ces deals qui se font aussi avec l'apport des agents. Donc voilà, juste pour terminer là-dessus, difficile de renoncer aux idées reçues sur ce métier-là. Difficile aussi de se faire une opinion propre. J'engage les gens à le lire, à éventuellement réfléchir sur ce sujet-là et aussi se demander ce qu'ils feraient eux à leur place. C'est un métier qui, à mon sens, est extrêmement difficile et qui demande énormément de qualifications. Tu as parlé tout à l'heure, Raphaël Pimenta parle 8 langues. Ça demande des compétences en matière de droit, en matière de finance, en matière de beaucoup de domaines. Donc je crois que ça méritait au moins qu'on s'y intéresse sereinement, au-delà effectivement du folklore et de la mauvaise réputation que peut avoir ce métier, souvent à juste titre, mais aussi c'est parfois aussi injuste. Tout à fait. Et j'ai pris la décision pendant que tu parlais, mais désormais, chaque euro versé sur la cagnotte LEASSO 11e art sera renversé en partie à Raphaël Pimenta, qui est dans le besoin. Voilà. Il faut quand même le préciser. Voilà. Timothée, je te laisse enchaîner. Alors moi, j'étais particulièrement intéressé par cette idée
de faire quelque chose sur les agents parce que j'ai un rapport qui est un peu particulier au monde des agents. Mon père était avocat et mon père, en 88-89, a aidé et a joué le rôle d'agent pour 2 joueurs américains qui n'avaient pas passé le cut de la NBA et qui sont venus jouer en France, des joueurs de basket donc. Mais le principe est le même, et ça l'a poussé avec l'un d'entre eux, un peu plus tard, après 95, après l'arrêt Bosman, à devenir agent de joueurs de basket donc en Europe. Son collaborateur organisait des summer camps, il allait voir les qualités des joueurs sur place et il les vendait aux différents clubs en France. Voilà. Alors, il avait effectivement toutes les capacités nécessaires. D'ailleurs, le fait que des avocats aient représenté des joueurs, c'était quelque chose aussi de très fréquent avant la naissance du métier d'agent. Et ça lui a permis de passer assez facilement sa licence d'agent. Et moi, j'ai vu mon père effectivement jouer ce rôle de mentor. J'ai vu mon père être auprès de joueurs, se déplacer dans les différentes villes, aller à Châlons, aller à Bourg pour aller voir des joueurs et pour jouer ce rôle de facilitateur d'intégration, parce que c'est quelque chose d'important. Évidemment de négociateur à la base, s'assurer que les droits du joueur seront respectés, de faire des deals qui soient valides et pas caduques aux yeux de la loi. Mais je sais aussi pourquoi il s'est arrêté de faire ce métier d'agent quelques années plus tard. Il s'est arrêté parce que, il me l'a souvent dit, personne ne tenait sa parole. Et ça, c'est quelque chose qui est très difficile dans le monde du football. Et les agents en sont des acteurs, peut-être pas coupables, mais au moins responsables. C'est un métier où le mensonge fait partie inhérente du job. Alors, est-ce une vision un petit peu trop béate que de penser que quand on a des rapports humains, quand on parle à quelqu'un, la base, c'est de pas lui mentir. Ne pas lui parler, c'est une chose, mais mentir, c'en est une autre. C'est-à-dire donner une fausse information, faire glisser une fausse idée pour servir ses services, c'est quelque chose qui me pose problème. Et en ça, je pense qu'effectivement, on peut parfois peut-être un peu pointer du doigt les agents qui ne sont plus donc les mentors qu'ils devraient être, pour plusieurs raisons. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que ils ont peut-être au fil du temps, en multipliant les joueurs, peut-être perdu le temps qu'ils avaient à consacrer à chaque joueur. Il y a aussi que les joueurs, alors attention, ça c'est pour les joueurs d'un certain niveau, les joueurs sont aussi eux-mêmes très entourés, parfois pas très bien. N'est-ce pas précisément le rôle de l'agent de dire à un joueur, attention, tes fréquentations du moment, elles sont pas en train de te tirer vers le haut. Si tout le monde te dit, mec, t'es génial, alors qu'en fait t'es bidon sur le terrain, n'est-ce pas le rôle de l'agent de, comment dirais-je, de remettre les idées en place? Et l'agent se trouve aujourd'hui, passez-moi l'expression, le cul entre deux chaises, parce que on a des joueurs ultra susceptibles qui ont totalement perdu l'habitude de la critique, chez qui la pression est un gros mot. C'est-à-dire que mettre un joueur sous pression parce qu'il n'a pas été bon, c'est un gros mot. La pression est un gros mot dans le football moderne. Donc, l'agent ne peut plus mettre un petit coup de pression à son joueur en lui disant « Écoute, ces derniers temps, ça va pas, redresse la barre, mon grand ». Pourquoi ? Parce que c'est aussi sa source de revenus. Et que un agent ne vous plaît pas, bah, les joueurs zappent, passe à un autre, et on sait qu'ils le font très fréquemment, que dans les vestiaires, on passe son temps à échanger les numéros d'agents, et un tel devient l'agent d'un autre. Moi, ayant été très proche du club de l'AS Saint-Etienne, je peux vous dire que pendant les années Galtier, ils sont nombreux à avoir rejoint un seul et même agent, qui était celui du capitaine Loïc Perrin. Et il n'y a pas de hasard là-dedans. Donc, il y a cette espèce de mélange des genres qui fait que vous devriez avoir ce rôle de mentor. Mais qui dit mentor dit parfois dire des choses qui fâchent, et ils ne peuvent plus le faire dans un football ultra susceptible. Donc, ça, c'est quelque chose qui est particulièrement gênant. Pour en revenir à l'article que j'ai fait, et je voudrais juste faire un point sur Mino Raiola et sur Thibaut qui disait « ça me fait pas rêver ». Faut pas oublier qu'aujourd'hui, on est dans une société où ceux qui gagnent de l'argent, quelle que soit la façon dont ils le font, deviennent stars, puisqu'aujourd'hui, nos influenceurs et influenceuses deviennent des stars en faisant finalement pas grand-chose, en prenant de l'argent, et ce d'une manière un peu atypique.
le fait de faire de l'argent de façon atypique fascine les gens. Moi, ça me fascine pas. Je préfère l'idée de faire de l'argent en travaillant et en travaillant bien et en étant considéré comme compétent dans ce que je fais. Mais c'est malheureusement la réalité d'aujourd'hui. Pour revenir donc à l'article que j'ai écrit, nous, les journalistes, on est confrontés aux agents en permanence. C'est-à-dire que quand vous écrivez quelque chose sur un joueur, vous avez parfois une chance sur deux que l'agent vous appelle. Inversement, vous entendez ici ou là que, tiens, Aubameyang pourrait signer à Marseille. Ah ouais, bah, il va falloir que je vérifie mon info. Donc, pour vérifier ton info, tu as quoi comme solution? Soit tu as un réseau de terrain, ce que je pense modestement avoir réussi à me faire en ayant passé 20 ans sur les pelouses de Ligue 1, en appelant le président, en appelant l'entourage du joueur et autres. Mais pour beaucoup, la facilité, c'est de se faire un réseau d'agents, parce que parfois ils ont besoin de vous, donc c'est peut-être plus facile de rentrer en contact avec vous. Et les agents viennent confirmer ou infirmer une information. Certains jouent le jeu, tu as cité ceux qui sont en interview à proprement parler dans la revue de l'After. Moi, j'ai souvent eu affaire à Stéphane Canard, par exemple, qui est aussi dans mon article, effectivement à Yvan Lemay. Et c'est pas pour les brosser, mais simplement, ce sont des gens qui, la plupart du temps, m'ont dit, écoute, si je te dis quelque chose, c'est que c'est vrai. Si c'est du off, c'est du off. Et surtout, je vais pas te balader. Et j'ai rarement été baladé, même si ça m'est arrivé. Et aujourd'hui, les agents ont tendance parfois, certains, à balader un petit peu les journalistes, à faire monter la sauce sur des joueurs. Et ça, c'est très gênant. Ça, c'est très gênant quand vous lisez des articles sur un joueur qui vous semble et qui semble aux yeux de tout le monde un peu bidon et que vous entendez qu'il est aux portes de l'équipe de France ou alors qu'il est courtisé par la Lazio alors que son niveau c'est la Salernitana. Voilà, vous comprenez parfaitement que le journaliste peut être parfois à coquiner à son insu ou sciemment à un agent. Et ça, c'est très problématique. Il y a des agents qui refusent ça littéralement, mais certains l'admettent eux-mêmes. Ils se servent des journalistes. En gros, je te donne une info sur quel transfert, mais tu m'arranges le coup et tu me passes un petit coup de brosse à reluire sur un autre. Ça, journalistiquement, on va quand même être très clair. C'est très compliqué. Et moi, il y a parmi ces insiders avec qui j'ai travaillé, parce que comme vous le verrez dans l'article, j'ai rapidement renoncé, pour la même raison que mon père, j'ai renoncé à discuter avec les agents, parce que j'en avais un peu assez qu'on me mente, c'est pas quelque chose, quand on me ment, je prends pas beaucoup de plaisir, si vous voulez, donc voilà. Et pour conclure, donc, ce qui m'a frappé, c'est qu'un jour, il y a un de ces journalistes insiders qui me dit, mais moi, les agents, je suis leur pute. J'ai dit, mais pourquoi? Il dit, mais parce qu'en fait, je suis en permanence en train de quémander quelque chose. Quand ils me donnent, je suis ultra reconnaissant. Et la plupart du temps, quand ils me donnent, ils essayent de faire glisser une contrepartie. Voilà, donc tout ça, c'est un registre qui a fini, moi, par me lasser et qui m'a donné envie plutôt de raconter le jeu, de raconter les ambiances, de raconter les tribunes, de raconter le fait social qu'est le football, plutôt que de m'attarder à cette espèce de course, et ce qui a été bien signalé comme étant un fléau, celui de la course au scoop. Merci beaucoup Timothée, et je laisse David enchaîner. Ouais, alors, moi, les agents, j'ai la chance ou la malchance d'en connaître quelques-uns personnellement. Donc, au fur et à mesure de mes pérégrinations footballistiques ou des amis d'enfance qui sont tout simplement devenus agents. Donc voilà, mais personnellement, moi, ce métier d'intermédiaire, en fait, m'a jamais fait rêver. Moi, je suis quelqu'un du monde corporate, de l'entreprise, qui a besoin d'une structure. Donc, c'est vrai que j'étais quelque part un peu admiratif de l'incertitude du lendemain. Et moi, surtout, je fais un travail où, quand un agent de contact, un intermédiaire de contact, c'est rarement bon signe. Moi, je prête de l'argent pour acquérir des immeubles. Et quand ce qu'on appelle, nous, un debt broker, donc un broker, un intermédiaire de dette vient te voir avec un immeuble ou à financer, c'est rarement bon signe. C'est-à-dire que personne n'a voulu le financer avant. Donc moi, j'ai un rapport un peu hésitant à l'intermédiaire. Mais en ce qui concerne le rôle d'agent de joueur de foot, il y a 4 noms qui me viennent à l'esprit et 4 questions que
dont j'ai pas vraiment trouvé de réponse malgré le fait d'avoir préparé justement cette émission en interrogeant, plusieurs de mes connaissances agents, dont Jen, Mendelevich qui est donc qui a d'ailleurs contribué à la revue de l'After, qui participe, à Génération After parfois et donc dans ces 4 noms propres, le premier c'est responsabilité. Je n'arrive personnellement pas à comprendre pourquoi l'agent n'est pas rémunéré par le joueur et uniquement par le joueur. Je trouve que c'est une déresponsabilisation totale du joueur que de faire supporter la charge de la commission d'agent par le club. C'est-à-dire que pour moi, c'est vraiment une aberration, c'est quelque chose que j'ai jamais compris, à part dans le cadre, de l'émission de ce qu'on appelle d'un mandat club, d'un mandat de vente où, un club veut absolument se séparer d'un joueur. Pourquoi c'est antinomique, ça n'a aucun sens que lors d'une négociation, il y a forcément l'agent qui représente le joueur, dont le but est de presser le citron, d'obtenir le plus de la part du club et grosso modo, pour parler crûment, c'est celui qui se fait tondre qui va rémunérer l'agent. Enfin, moi, c'est quelque chose que j'ai vraiment du mal à comprendre. Alors Jen m'avait expliqué que, oui, mais tu sais qu'initialement, c'était avant 2015, c'était les joueurs qui rémunéraient leurs agents, mais il y a des problèmes d'impayés. C'est-à-dire que, c'était très difficile après, en fait, pour un agent qui ne se faisait pas payer de se faire payer sa commission et les clubs étant beaucoup plus solvables, la charge du paiement a été transférée au club. Mais très franchement, je trouve que c'est quelque chose de, j'ai vraiment du mal à comprendre comment un club peut, accepter de payer autant quelqu'un qui n'agit pas, en fait, pour leur bénéfice. Quand je vois la somme payée par les clubs anglais, je trouve ça absolument délirant. J'ai enfin, la Football Association, la ligue anglaise publie les montants payés par tous les clubs. En France, il faut aller les chercher dans les comptes, mais Manchester City, c'est 51 millions d'euros. C'est-à-dire que pourquoi, en fait? Ou dans le sens où, pourquoi eux devraient payer 51 millions d'euros? Tous les joueurs qui recrutent sont accessibles sur base de données. Les joueurs viendraient quoi qu'il arrive, en fait, même sans la présence de l'agent et le fait que les joueurs qui sont déjà payés grassement ne rémunèrent pas leur agent, pour moi, c'est vraiment une des failles du système et de la profession d'agent. D'où le Ensuite, il y a, une question d'imperméabilité. Moi, dans le rôle de l'agence, ce que je modifierais sincèrement, c'est je caperais le montant, le nombre de joueurs, qu'un agent peut avoir dans un club. Avec, par exemple, un entraîneur qui compterait double. Moi, je trouve ça absolument incroyable que dans un joueur, un même agent, ça peut être le cas de Mendes aux Wolves. Alors Mendes, c'est quelque chose de complètement différent parce que la société de Mendes, Gestifoot, a été rachetée par Fosun, qui est un fonds d'investissement chinois, qui a elle-même racheté les Wolves. Donc vous vous rendez pas compte, vous vous rendez compte du conflit d'intérêts qu'il y a. C'est-à-dire qu'on a un agent qui place des joueurs à un actionnaire qui a racheté sa société d'agents. C'est-à-dire que, enfin, c'est vraiment le mélange des genres, à son paroxysme et ça amène, pas un désastre financier, mais au fait que certes les Wolves sont montés de Championship en Premier League, mais ils font face à des contraintes financières liées au fair play financier assez importants, parce qu'il y a des joueurs, en fait, pour contenter justement Gestifoot et Jorge Mendes, qui ont été achetés à des prix absolument délirants. Fabio Silva, c'est quasiment 50 millions d'euros pour une bonne demi-saison à Porto. Les prix payés pour Semedo, pour Joao Gomez, c'est complètement hors marché. On a eu le cas à Nantes, en France, avec l'influence de Mogi Bayat, par exemple. Donc, où c'était vraiment très compliqué. Et ensuite, sur la traçabilité. La traçabilité des transactions, à l'image d'un cadastre ou d'un registre de propriété immobilière, sans dévoiler des montants, parce que malheureusement, le grand banditisme ayant infiltré le monde du football, ce serait compliqué de publier quel agent sur quelle transaction a le montant de la commission, mais au moins avoir une traçabilité. Quel agent sur quel transfert a été impliqué? Et si on croise le nom, enfin, il y a pas mal d'agents qui, sur les réseaux sociaux ou même dans des articles qui se mettent en avant et proclament avoir été agent, arrangé une transaction.
croisée entre les agents effectivement enregistrés et les agents qui se prévalent d'un transfert, ça permettrait en fait de mettre en œuvre certains dysfonctionnements. Donc voilà, et surtout aussi pour finir, je pense que les agents sont parfois le bouc émissaire du football dans le sens où ils ont aucune garantie, aucune visibilité contractuelle. Penser un mécanisme de compensation pour un agent qui, à la veille d'un gros transfert, se fait quitter, le mandat est révoqué, garantir une indemnité contractuelle qui serait d'un montant plafonné de ce qu'il aurait dû toucher si il était resté en relation contractuelle avec son joueur. C'est quelque chose aussi qu'on pourrait améliorer. Donc voilà, donc responsabilité, simplification en fait de qui paye qui, imperméabilité, limiter le nombre de joueurs qu'un agent représente par club, traçabilité des transactions et pérennité. Je pense que c'est 4 mots qui pourraient faire évoluer la profession d'agent au bénéfice de toutes les parties. Merci beaucoup David et merci messieurs pour cette première partie. Nous allons prendre une petite respiration avec la traditionnelle revue de presse de notre ami Florian. Salut mes petits rapophiles libéraux, démocrates, macrono décomplexés. Non Val, je ne parle pas de toi bordel, faut suivre un peu. T'es fan de rap peut-être? Comment ça va messieurs? Je suis heureux de vous retrouver. Et encore plus quand il y a un petit nouveau dans la bande, j'ai l'impression d'être Frédéric Mitterrand en vacances en Thaïlande. Ah, mince, il me semblait l'avoir rayé celle-ci pourtant. Bon, pas grave, faut passer à autre chose parce que ce n'est quand même pas tous les jours qu'on a le luxe d'accueillir une star internationale. Ah, Timothée. Tous les médias se l'arrachent. Jeune, beau gosse, les cheveux longs, à l'aise au micro et face aux caméras. Fan des Verts de Saint-Etienne et fier de ses racines locales. Une étoile hollywoodienne. Non mais Flo, là je pense que tu confonds complètement, c'est pas Timothée Chalamet, c'est Timothée Mémon qu'on reçoit ce soir. Bon, bah décidément, elle commence bien cette chronique. Oh, il y a Et des dire que la dialogues dernière fois, maintenant quand tu aussi dans m'avais la annoncé chronique. l'intégration d'une ponte suisse des instances du football, Ouais. je m'étais pris à croire que nous avions la primeur d'inviter Don Gianni Infantino. Alors autant j'adore Olivier Jarose, mais j'avoue que le buzz était moins saisissant. Mais du coup, je comprends mieux, Val, pourquoi tu m'as appelé cet après-midi en me disant que le casting était digne de L'amour est dans le pré ou de Faites entrer l'accusé. Un mec de l'Oise, un mec de l'Aisne et maintenant un Stéphanois. Eh ben, vivement les délocalisations à Dole et Boulogne-sur-Mer. Bon, évidemment, quand on a grandi chez les Sandans, comme le dit désormais Thibaut, vous avez tous les droits fini par vous barrer pour rejoindre la capitale. Mais pour autant, Timothée, toi, tu as su garder le lien avec ta ville natale. Toi, non, tu n'as pas l'ingratitude de David et Thibaut qui n'ont pas remis les pieds depuis des années dans la région qui les a vus grandir. C'est fou. Non, toi, on sent que tu as encore la fibre locale et le goût de ta ville de cœur, entre une virée en Paris chez les Magic fans, une petite râpée, une soirée au fil ou au club inbox. Un peu plus en tout cas que les soirées avec Gaël Perdriau et ses amis. Bon, en même temps, dans l'Aisne, les spécialités culinaires, c'était pas la râpée, mais le boudin de Rethel et la cagusse de Rouelle de Porc. C'était donc plutôt facile de comprendre que David n'allait pas s'éterniser. Bon, et sinon, il y avait quand même une revue de presse que je ne parviendrai pas à masquer avec ces blagues vaseuses, alors que j'aurais simplement et plus rapidement pu évoquer les noms d'Oussama Tanan, Alexandros Katranis, Sadi Yanko ou Pierre-Yves Poloma pour décrocher un sourire à Timothée. Et on commence cette semaine avec un point coaching. Tout d'abord, le superbe geste de Liverpool, qui a laissé l'ancien sélectionneur anglais Sven-Goran Eriksson, atteint d'un cancer, réaliser son rêve d'entraîner les Reds le temps d'un match entre légende du club et celle de l'Ajax. Alors, non David, je te vois venir, n'y pense même pas, c'est moche et personne ne te croira, ça ne servira à rien de simuler une pauvre crise d'appendicite pour prendre la place d'Albert Hira sur le banc des Girondins. En revanche, je te conseille l'article de Maxime Brigand et Enzo Leani pour le site de SoFoot, qui se demandent ce que font les entraîneurs pendant l'échauffement de leurs joueurs. Alors, évidemment, si vous vous posez la question, la réponse « David ouvre sa boîte mail pendant le chargement » marche aussi, mais plus sérieusement, l'article s'intéresse à la manière dont les coachs transforment ce moment nerveusement désagréable en moment à peu près vivable. C'est 30 minutes de lâcher prise, où le tacticien n'a plus la main sur son équipe et se met donc à cogiter. Loin de l'isolement classique de la majorité d'entre eux, souvent dans le huis clos du vestiaire dont certains ne s'échappent que pour enchaîner les clopes ou les coups de téléphone, Habib Bey et Will Steele font office d'exception tout en faisant des émules. En se posant dans le rond central, de façon à pouvoir regarder l'échauffement de leur équipe autant que celui de l'adversaire. Pourtant, la majeure partie des entraîneurs privilégie encore la solitude, se plongeant pour certains dans des playlists musicales spécifiques et des exercices de cohérence cardiaque, comme Olivier Frappoli, le technicien de Laval, ou en lisant quelques pages d'un livre comme Francaise. Autant de moyens d'évacuer la pression qu'il faudrait peut-être évoquer auprès de Yacine Manaha, le sélectionneur des U20 algériens, qui, mécontent de la défaite des siens face aux voisins tunisiens dans une fin de match tendue, a entrepris de gifler plusieurs de ses jeunes joueurs.
Ah, elle est loin, la méthode Dolto, chère à la gauche, le plat. Et regardez ce que ça fait quand on laisse la jeunesse libre de tout. Des joueurs qui refusent de porter les couleurs de leur pays, comme actuellement Ben White, qui a décliné la sélection anglaise se mettant public et médias à dos. Outre le fait que le défenseur d'Arsenal ne soit que la cinquième roue du carrosse aux yeux de Gareth Southgate, à un poste de latéral droit déjà très fourni chez les Three Lions, le Gunners est un joueur à part dans le milieu du foot. Ne cachant pas notamment son manque d'intérêt pour le ballon rond en dehors de quand il joue. Et un homme se sentant probablement mal à l'aise dans l'environnement en vase clos d'une sélection, comme l'avance Philippe Auclair pour le site d'Eurosport. Un crime, en tout cas en perfide Albion, pour celui qui est désormais présenté comme un traître à la nation, dans un pays où le patriotisme est désormais de rigueur. Et ce, jusque dans le foot, comme en atteste le port obligatoire du coquelicot dans les stades et sur les plateaux télé, ou les allures de parade militaire prises par la finale de FA Cup. Alors que dans un autre temps, les soldats n'y figuraient autrefois que pour y jouer l'hymne et agrémenter la mi-temps, troquant au passage leurs uniformes de parade pour des tenues camouflage. Une obsession patriotique qui a changé, dans une Angleterre qui savait pourtant si bien porter son amour du drapeau de Saint-Georges, comme si celui-ci ne pesait presque rien. Un constat de plus en plus proche de l'affrontement identitaire que connaîtrait la France, et notamment nos Bleus. Un prisme que l'on retrouve notamment dans La Fièvre, la nouvelle série autour du foot de Canal+, qui parle davantage de la France de 2024 que Ballon rond. Et qui se prolonge dans l'actualité avec les débats sur le ramadan en équipe de France, entre une fédération prise de zèle bureaucratique, se cachant au passage derrière les principes de laïcité et de neutralité pour refuser tout aménagement en faveur des joueurs musulmans. Un raisonnement parfait, dans la théorie, pour les profs de droit public et leurs élèves, mais qui pose le problème. Qui d'autre vit donc en théorie? C'est en tout cas la question que se pose Thibaut dans son édito pour le site de la revue de l'After, intitulé Ramadan par la force des choses. Ainsi, la 3F ne se rendrait-elle pas involontairement coupable d'une discrimination à rebours à l'encontre des joueurs de confession musulmane? Une situation qui a poussé le jeune Diawara à refuser sa sélection avec le U19 bleu, laissant les opportunistes de la haine des deux camps se frotter les mains. Un témoignage de l'incapacité française à réaliser le moindre compromis identitaire, ce qui constitue également le point d'ancrage donc de la série de la chaîne cryptée. Et qui ne cesse au passage de faire grimper la fièvre dans le foot et la société. Bon, et sinon la France réactionnaire et raciste voudrait interdire à Ayana Kamura de chanter lors de la cérémonie d'ouverture des JO. Allez hop, moi je file m'acheter un thermomètre et une boîte de Doliprane. Merci beaucoup Flo pour cette nouvelle revue de presse hebdomadaire. Petit point de récap sur ce que vous avez dit. La fièvre ne sera pas dans mes recos, sachez-le. Hein. Ou alors c'est intérêt à ou alors dans les anti-recos. Ouais. Dans les anti-recos, Alors, ouais. j'ai joué dans La Fièvre. C'est vrai? Ouais, vous Mais verrez. oui, je t'ai vu au début. Non, justement, au début, Alors, je suis pas sur le plateau, mais il y a un retour sur le plateau qui doit arriver dans le dernier épisode que j'ai pas encore vu, et qui va sortir. Mais effectivement, je fais un rôle de figurant, vraiment, un profil. Je vais attendre le dernier. T'as pris le Chécos ou pas pour ça? T'as pris le Chécos quand même, non? Timothée Chalamet, J'ai pris une pige. Je vais aller directement au dernier épisode, je pense. Tu m'en voudras pas. Hein. Bah ouais, moi je pense que je vais même pas aller jusqu'au bout de l'épisode, tu m'en voudras pas non plus parce que c'est... Vous inquiétez pas. Hein. J'ai regardé 25 minutes, j'ai failli faire une crise d'angoisse, donc voilà, je préfère rebasculer sur notre sujet du jour, donc les agents, les boucs émissaires du football, point d'interrogation. À cette question, tu t'interroges sur pourquoi cette problématique, Thibaut. Tu dis que c'est pas évident puisque sur le papier, on a plutôt tendance à mettre en avant les agents qui sont en apparence en tout cas les bénéficiaires de ce système. C'est une profession, c'est notamment le cas parce que c'est une profession qui est au cœur du football, enfin de la révolution foot depuis 30 ans, depuis l'arrêt Bosman, qui marque d'ailleurs la véritable naissance des agents, enfin en tant que modèle tel qu'on le connaît en tout cas. La profession, c'est devenu une profession à ce moment-là à part entière, avec une licence, avec des régulations, avec des contrôles d'accès. Et tu t'interroges sur donc pourquoi ce sont des boucs émissaires, parce qu'on revient toujours à l'agent. Ce sont les portes d'entrée et de sortie du foot business. Il y a toujours une certaine méfiance parce qu'il y a évidemment quelques malversations, mais il y a aussi une autre réalité qui est que c'est un marché très fermé avec une concurrence énorme. Et il y a un aspect très important du métier d'agent qu'on ne connaît pas ou qu'on méprise, qui est le métier de conseil. L'agent est aussi un mentorat du joueur, ce qui est quelque chose qu'on ne voit pas et qui est essentiel dans l'univers du football. Et c'est donc un bouc émissaire parce que personne ne les défend. Tu donnes l'exemple de Rafaela Pimenta qui dit que 98% de son activité est gratuite, c'est-à-dire s'occuper de la famille du footballeur, de la vie du footballeur, pardon, qui est évidemment un service non facturé. Et que c'est difficile, selon toi, de se faire une opinion sans avoir toutes les clés du métier qui est
très difficile. Timothée, tu affirmes que tu as un rapport particulier à ce monde d'agent, car ton père était lui-même avocat, puis il est devenu agent par la suite. Il a joué justement ce rôle de mentor dont parlait Thibaut, de facilitateur d'intégration, de négociateur, de conseiller juridique, tout ça à la fois. Euh, et qu'il s'est arrêté car c'est un milieu où personne ne tient sa parole. Le mensonge est une partie inhérente du job et que beaucoup d'agents donnent évidemment des fausses informations pour leurs intérêts, pour servir leurs propres intérêts. Les agents, tu estimes aujourd'hui que les agents ne sont plus les mentors qu'ils étaient avant, notamment parce qu'ils ont moins de temps car plus de joueurs, mais aussi parce que les entourages des joueurs sont beaucoup plus présents et que les joueurs sont aussi beaucoup plus susceptibles et aptes à changer d'agent facilement, donc impossible de jouer ce rôle de mentor. Et tu évoques aussi la question du rapport aux journalistes qui, pour avoir des infos, évidemment, c'est beaucoup plus facile aujourd'hui de se faire un réseau d'agents que de se faire un réseau de terrain qui prend beaucoup plus de temps. Et c'est la raison pour laquelle tu as renoncé de discuter avec des agents parce que c'est un registre lassant selon toi. Et enfin, David, tu termines en soulevant 4 questions. La question de la responsabilité, pourquoi l'agent n'est pas payé par le joueur aujourd'hui, celui qui se fait avoir, c'est-à-dire le club rémunère l'agent. Et tu t'interroges sur comment les clubs peuvent accepter ça. Par exemple, Manchester City a payé plus de 51 millions d'euros de commission l'an passé. Tu questionnes aussi la question de l'imperméabilité en proposant une mesure qui est de caper le nombre de joueurs détenus par un agent dans un club. Tu donnes évidemment l'exemple de Mendes et de ses conflits d'intérêts à Wolverhampton. Tu poses aussi la question de la traçabilité. Quel agent a été impliqué sur quel transfert? C'est important de savoir qui est impliqué où. Et enfin, le manque de visibilité contractuelle, c'est-à-dire de garantir une indemnité contractuelle pour l'agent au cas où le joueur rompt son contrat avec lui à la dernière minute. Voilà tout ce qui a été avancé dans cette première partie très riche. Je vais vous laisser débattre un petit peu plus sur ce métier complexe. Et je te redonne la parole, Thibaut, pour relancer cette deuxième partie. Oui, je voulais revenir sur un point que j'ai pas pu dire tout à l'heure, qui sont un peu les angles morts pour moi, et Tim l'a évoqué en partie, de la profession d'agent autour duquel on tourne sans arrêt, qui est la question de la vérité, évidemment. Question que j'ai posée à tous les agents qu'on a pu rencontrer. Est-ce que c'est possible de dire la vérité à son joueur? Est-ce qu'il faut le dire? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est souhaitable ou non? Dans la mesure où le joueur est le client, comment on fait? Quel est donc le rapport à la vérité? Donc la vérité vis-à-vis du joueur, vérité vis-à-vis du journaliste. On est dans un univers du spectacle, donc même les informations deviennent des spectacles. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, le rapport à l'éthique, évidemment, la déontologie. Pour moi, est aussi central. C'est quand même, on tourne autour de ça. Est-ce que c'est possible d'avoir une déontologie? On voit que l'enjeu sur la question du diplôme, notamment, en sous-main, c'est la question de la déontologie. C'est comment on contrôle, comment on retrouve les gens, est-ce qu'on a un siège social, est-ce qu'on a un endroit où on peut est-ce qu'on a un compte bancaire, etc. C'est à ça que ça sert. Le diplôme, c'est pas uniquement une barrière à l'entrée, c'est aussi une manière de le réguler. Troisième élément, le rapport au jeu. Il faut pas oublier qu'on parle quand même de football, donc il faut bien connaître le football, il faut connaître les besoins de chaque club. Ça demande un niveau d'information extrêmement important, d'information fiable, c'est-à-dire quels sont les besoins des joueurs des clubs à tel ou tel poste, et ensuite quel est le vivier disponible. Et enfin, ça c'est un peu le dernier point qui est en lien avec le troisième, qui est la prospective. L'agent, c'est celui qui doit avoir avant les autres, c'est celui qui doit anticiper. Et là, c'est là qu'arrive, je crois, une nouvelle dimension. J'en ai discuté avec certains, qui vient un peu contrebalancer les évolutions du business du football maintenant, qui est la dimension éducative. De plus en plus, les agents ont besoin de former les joueurs qu'ils ont avec eux. Parce qu'il y a une évolution, alors certains le diront dans les interviews. Donc dans des classes réduites, idéalement. Non, mais c'est vrai. Oui, des classes réduites, c'est ça. C'est le même principe. C'est de dire que il faut que le marché du football est devenu une telle jungle qu'il y a des personnages extrêmement louches. On voit la faillite Pogba, c'est un exemple parmi d'autres, que les joueurs sont de plus en plus perdus et que certains agents, je parle des agents qui sont reconnus, ont de plus en plus de difficultés à parler avec cette génération de joueurs. Ils ont de plus en plus de difficultés à établir des plans à long terme. Il y a un problème aussi dans l'industrie elle-même, ce qu'on appelle un peu la culture de l'instant, même au niveau médiatique, au niveau de l'industrie. Plus personne n'a le temps de rien. Le long terme n'intéresse plus personne. Et donc ça,
effectivement pour l'agent, pour sécuriser son business, notamment ce que tu disais David, c'est effectivement un gros problème aussi. Et c'est complètement antinomique. Mais surtout que moi, ce que je me suis rendu compte, c'est que tous les agents qui sont pris à partie, qu'on dénonce comme le cancer du football, finalement, c'est les meilleurs en fait. Vraiment. C'est-à-dire qu'on parle on pointe très très peu les très mauvais agents. C'est-à-dire que les connaissances, les passeurs, parce qu'il y a des agents qui sont des véritables Les passeurs, rabatteurs. les rabatteurs, les agents qui laissent par exemple des jeunes Africains au plein milieu de la Belgique sans même un billet retour. Et médiatiquement, ceux qu'on pointe du doigt, c'est le revers de la médaille de ceux qui réussissent, alors que c'est peut-être ceux, et moi je l'ai appris, ou en tout cas je l'ai plus perçu en lisant la revue, c'est ceux qui font le mieux leur travail, justement, qui prennent le plus de risques avec la vérité, au mépris du manque de règles pour garantir la pérennité de leurs revenus. Et j'ai peur que les meilleurs, ceux-là, finissent par se décourager en se disant, bah moi, je serais peut-être plus au chaud en directeur sportif, en me disant que très franchement, je gagnerais peut-être un peu moins d'argent, mais j'aurai un contrat de 2-3 ans et je ferai ce que je veux. Il y aura pas la concurrence, la jungle, j'évoluerai pas dans la jungle dans laquelle j'évolue, et que les agents ne finissent par être des connaissances, par être des accointances, qui seraient choisis en fonction de la proximité, pas de la compétence. Parce qu'il y a un problème aussi concernant la clientèle des agents. Je sais pas comment, Tim, toi, ton père a cédé sa clientèle, lui aussi il a cédé sa clientèle, mais même un Jonathan Barnett, par exemple, même les grosses agences d'agents ont un problème de sortie, de revente, car leurs flux ne sont pas garantis. Les joueurs peuvent partir du jour au lendemain. Il n'y a aucune visibilité. Donc, en fait, tout ce qu'ils ont bâti au fur et à mesure, en fait, de leur vie, ils peuvent même pas le céder, en fait, parce qu'il n'y a aucune clientèle captive. Il n'y a aucune règle qui est faite pour garantir leurs revenus. Donc, on va pas les plaindre. Enfin, les plus gros, en fait, on peut les plaindre d'ailleurs. Les plus gros on fait, enfin, on tirer les fruits de leur travail. Mais j'ai vraiment peur, en fait, que les bons s'écartent du métier par manque de régulation ou mauvaise régulation. En tout cas, ce qui est intéressant dans ce qui est dit, et ce pourquoi les agents sont pointés comme bouc émissaire du football, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un football où majeure partie d'entre nous, et j'en fais partie, ont une certaine tendresse pour le joueur de club, pour celui qui va rester. Et aujourd'hui, ce qui est pointé comme du foot business, oui, c'est l'argent, mais c'est aussi ces transferts incessants. Et tout le monde a bien conscience que un agent qui va être rémunéré sur un transfert a tout intérêt à faire changer son joueur de club chaque année. Et Mais déjà, ça, c'est bien sûr, aberrant mais d'être bien, rémunéré sur un transfert, parce bien que lui, il est sûr, pour bien rien. sûr que c'est aberrant. Et c'est pour ça que je te rejoins sur la notion de longévité, celle qu'il devrait y avoir d'abord. Il devrait y avoir, si un club, par exemple, je suis d'accord avec toi, les clubs ne devraient pas avoir à rémunérer les agents. En revanche, on pourrait imaginer qu'un agent puisse percevoir une prime de longévité, entre guillemets, si le joueur reste dans le club, et que le joueur aussi, mais ça en général, les revalorisations de salaire, elles existent déjà. Il devrait y avoir cette prime de longévité, et il devrait y avoir aussi, effectivement, des contrats à durée déterminée ou indéterminée entre joueurs et agents. Mais ça nécessiterait peut-être un agent d'agent. Donc ce serait... Oui, mais regardez, le problème du contrat à temps, par exemple, qu'il y a eu pendant longtemps, Tim, dans l'histoire du foot, ça a été dénoncé dans les années 60. Le problème, c'était que le joueur était, alors cette fois-ci, pas lié à un agent de manière indéterminée, mais au club. Il appartenait au club. Et que l'une des victoires des joueurs, c'est précisément de s'être émancipé de la tutelle des clubs et d'avoir pu prendre qui a été les principaux acteurs de l'émancipation des joueurs, si ce n'est les agents. Ce sont les agents qui ont libéré les joueurs de l'emprise des clubs aussi. C'est ça qui est paradoxal dans l'affaire. Oui, c'est paradoxal, et c'est d'autant plus paradoxal qu'aujourd'hui, l'agent qui a été effectivement libérateur se retrouve aussi celui qui va être, on va dire parfois, peut-être pas toujours, et j'espère pas, mais moteur d'une espèce de frénésie du transfert, Ouais. en se disant, bon, bah moi, celui-là, par exemple, c'est pas le pingouin le plus glissant de la banquise. Je vais essayer de le transférer 6 fois en 5 ans, et je vais essayer de me faire de la gratte sur chaque transfert. Encore une fois, quand on parle de tout ça,
dans notre tête, on pense aux grands agents et aux grands joueurs. Mais là, il faut bien réfléchir que la masse, c'est l'arrière droit de Ligue 2, c'est Pierre-Yves Poloma, dont j'ai entendu le nom qui m'avait échappé. Et Si tu en connais un bon, nous à Bordeaux, on prend un arrière droit de Ligue 2 pour le coup. bah, ne prenez pas Poloma. Juste au passage. Mais voilà, mais c'est ce truc-là, et c'est ce truc-là qui est très gênant, je suis d'accord, qui devrait être régulé d'une certaine façon. Et je trouve que les instances sur ce sujet, comme sur tant d'autres, sont extrêmement pleutres. Et voilà, à un moment ou à un autre, puisqu'ils commercialisent le foot de manière globale, internationale et en situation de monopole, eh bien que l'UEFA et la FIFA tranchent, trouvent un système avec des juristes pour faire en sorte d'éviter Mais cette frénésie-là. t'as un problème, c'est que certains en parlent sur la question de l'arrêt en Allemagne. Pourquoi la cour allemande s'oppose à la régulation de la FIFA? Ils proposaient notamment une chambre de compensation et autres. On pourrait dire ça va dans le bon chemin. Mais que dit le juge allemand? Il dit quel est le principe le principe du commerce libre? C'est que tu régules pas les marchés. Tu vas pas imposer des restrictions sur le marché par une fédération sportive qui ne participe pas. Et c'est au nom de, si tu as un deal qui est fait, c'est comme un agent immobilier. Les seuls qui puissent réguler la profession, c'est la profession pour moi, elle-même. c'est là le C'est pas la problème. fédération. C'est là le problème, Oui. Thibaut. C'est qu'on ne devrait pas comparer l'agent de foot à l'agent immobilier. On devrait comparer l'agent au notaire. Et le notaire, il a des régulations. Il peut prendre qu'un pourcentage. Bah, c'est un Oui, mais officier. c'est la chambre des alors, notaires. C'est la chambre des notaires qui régule. Moi, la 4e génération de n'en notaires. parle pas à chez moi. Thibaut qui est issu d'une lignée de grande notaires, lignée donc, de notaires. qui justement a été dérégulé récemment. Maintenant, tu avais un numerus clausus. Un des problèmes des agents, notamment en France, c'est qu'il n'y a pas de numerus clausus. C'est pour ça que Je suis complètement d'accord. le diplôme. Pourquoi? Parce que c'est une profession ouverte. Donc, si c'est une profession ouverte, tu dois avoir un diplôme d'entrée, des portes d'entrée et des portes de sortie. Et c'est la raison pour laquelle le diplôme est si difficile, c'est que pour empêcher au maximum l'entrée de nouveaux acteurs en attente d'un éventuel numerus clausus, qui n'arrivera jamais. Mais le problème, c'est que réguler ces marchés-là, à part d'une fédération sportive, en France, ça n'a pas posé de problème dans le cadre de la délégation de service public, mais dans le cadre du droit allemand et dans le cadre de la FIFA, qui est une association basée en Suisse, qui régule un marché en Allemagne, le juge allemand, un problème de compétence. Voilà, et le juge allemand est obligé de se prononcer. Et ce qui est un peu paradoxal, parce que c'était une législation, moi j'en ai parlé à certains, ça, je dis, mais je comprends pas. A priori, c'est plutôt positif. Une législation. Oui, ben, le problème, c'est que tu t'imposes sur un marché qui est pas le tien. Tu régules là où tu devrais pas réguler. D'ailleurs, il a cité le terme de manche à couilles qui a été retiré, finalement, ce qui a été censuré. Mais j'entends ce que tu dis. Il y a une différence entre réguler le marché lui-même et établir des règles et les faire appliquer. On parlait de cette multitude d'agents et même de gens non-agents qui utilisent des prête-noms, des hommes de paille. Voilà. Mais c'est bien sûr. La moitié, c'est les prête-noms. La moitié, c'est les prête-noms. Mais même plus que la moitié. Tu connais même plus que la moitié. prononcé pour le football africain. Des mecs qui se présentent comme agents à chaque Coupe d'Afrique des Nations, j'en récupère 80 dans mon téléphone. Mais est-ce qu'ils le sont vraiment? Non. Est-ce qu'une fois de temps en temps, il y en a un d'entre eux qui va réussir à récupérer un mec de bon niveau? Oui. Est-ce qu'il va arriver à l'amener en Europe? Oui. Est-ce qu'il va utiliser un homme de paille et un prête-nom? Oui aussi. Et c'est là qu'il faut sanctionner. C'est là qu'il faut qu'il y ait règles. Mais c'est hyper. En fait, moi, j'ai pas envie de te dire que c'est peine perdue, mais la traçabilité, en fait, est absolument impossible parce que moi, en énonçant mes règles idéales là dans ma présentation, je me dis mais en fait, limiter le nombre d'agents de joueurs détenus, représentés par un agent par club. Mais c'est très facile d'utiliser des prête-noms. Donc, à quel moment on peut améliorer en fait cette traçabilité, la solution des transactions que présentent certains, c'est surtout que une responsabilisation des dirigeants. C'est-à-dire. Mais les dirigeants, ils croquent en rétrocommission, voilà, c'est ça le problème. Mais c'est que les dirigeants devraient être, je sais pas dire si formés, mais en des tout dirigeants cas, de club, hein, les dirigeants de club devraient déjà avoir pour principe de ne pas traiter avec des prête-noms. De ne pas traiter et ne traiter qu'avec des agents licenciés. Déjà rien que ça. Mais je suis complètement d'accord, mais un directeur sportif, tu te rends pas compte, il joue son poste. Si un prête-nom lui ramène un joueur qui n'est pas atteignable via agent, le problème c'est ça. Parce que le coût d'opportunité, le calcul économique des risques juridiques, bien sûr, est favorable largement à une prise de risque ou à une sorte de désintérêt à l'égard de la régulation. Et donc il y a
À mon sens, c'est pour ça qu'on parle de bouc émissaire, c'est-à-dire que les agents sont pas les bons. On parle des bons agents. Hein. On parle pas des C'est les bons agents qui sont les boucs émissaires. les bons agents sont aussi un peu les victimes de ça. Alors certains, on va considérer que certains, par exemple, certains agents ne travaillent qu'avec certains grands clubs. Mais pourquoi ces grands clubs travaillent avec eux? Personne ne se pose cette question-là aussi. Pourquoi? Parce que dans un métier de service comme celui-là, dans un métier d'intermédiaire, la relation de confiance est fondamentale. Qui est certains passé par certains agents, c'est la garantie aussi de deal clean. Eh oui, c'est aussi ça. C'est pourquoi certains agents dont on connaît qui ont place libre, qu'on n'a pas mis dans la revue à la demande des autres, pourquoi ceux-là ne placent pas de joueurs dans les grands clubs, par exemple? Pourquoi ce sont des clubs pourquoi Moggy Bayat travaille à Nantes avec Kita? Enfin, je pense que Moggy Bayat, il travaille avec Lopez, avec Kita à Charleroi. Enfin, voilà, il travaille ni au PSG, il travaille pas au Real, ni il dans travaille les pas à Milan, il travaille pas. Exactement. Ce sont des clubs qui ont les traditions aussi. Donc, il y a effectivement un marché qui est fermé, mais qui, en partie, cette fermeture peut être comprise. Je ne dis pas que je la légitime, je dis simplement qu'elle peut être comprise au nom de la relation de confiance qui est la relation d'affaires. T'as les facilitateurs d'affaires. Finalement, ce dont on s'aperçoit en approfondissant le sujet et en parlant entre nous, c'est que les agents, et puisque quand on dit les agents, on pense tous au même nom, on pense tous à la dizaine de mecs avec qui on peut travailler en tant que journaliste, à la vingtaine de mecs qu'on connaît de nom, et donc fort d'une certaine réputation. En réalité, ces agents-là ne sont pas le bouc émissaire du football, mais plutôt les boucs émissaires de leur propre profession et de la multitude de parias qu'il y a, et de parias, de menteurs, de gens dangereux, de bandits qu'il y a dans leur profession, en fait. C'est ça. C'est pour ça que moi, j'ai vraiment peur qu'il y ait une baisse drastique de compétences, que les bons agents qui sont formés, qui sont c'est intéressant. polyglottes. L'interview de Bernès est très intéressante parce qu'il raconte sa rédemption. Ouais. Il raconte comment que le directeur sportif... Que lui, il a voulu être impeccable, en fait, pour ne justement... Il était obsédé par le fait d'avoir fauté. Qui raconte qu'il est devenu parano, en fait, sur la légalité des deals, sans arrêt. Il devient parano, il refuse toute forme de trucs un peu opaques, obscurs, mais qui dit qu'il est usé par ça lui a réussi. Oui, ça lui a réussi. Ça lui a réussi. Mais en fait, moi, j'ai vraiment peur qu'il y ait une baisse de compétences. Et demain, si t'es agent, t'as une offre de directeur sportif dans un club, mais à mon avis, n'hésite même pas. Bernès, c'est pas possible, mais... Non, pas Bernès, mais d'autres agents. Flo, tu voulais rajouter un truc ? Non, je voudrais dire que je partage complètement ce qui a été dit, notamment par Thibaut, sur le fait qu'il faudrait espérer que nos présidents et que nos dirigeants prennent à bras-le-corps le sujet et que la régulation, d'une certaine manière, vienne du milieu. Malheureusement, on est assez peu optimiste là-dessus. On voit les liens entre bon nombre de dirigeants et des agents. On connaît aussi nombre de dirigeants ou de présidents qui croquent. Faut pas occulter aussi le manque de compétences et de connaissances de certains dirigeants. Et au-delà de ça, il y a aussi une porosité entre les deux mondes où on voit quand même beaucoup d'agents alterner entre des postes d'agents et des postes directement de directeur sportif. Tu parles de David Ventier, c'est ça ? Je parle pas évidemment de David Ventier. Enfin, je pense que c'est celui dont Timothée parlait tout à l'heure, mais enfin, c'était l'agent de quasiment pas de la majorité, mais de la plupart des joueurs de l'AS Saint-Etienne. Il continue à récupérer les joueurs. Et mais il a même eu une mission à un moment de s'organiser. Mais il a été directeur sportif. Il a été l'équivalent de directeur sportif quand Rocheteau a été mis légèrement. Mais attends, il était à Sochaux. Là, je crois qu'il est à Sochaux maintenant. Il est exactement la même. Moi, il y a une chose qui, alors pour fréquenter avoir comme client des gros fonds d'investissement ou avoir rencontré en fait des présidents de clubs de Ligue 1, je suis toujours absolument atterré par le fait que des gens comme Loïc Ferry, qui a quand même fondé un fonds d'investissement qui pèse plusieurs milliards, que Pinault accepte de se faire tondre comme ça, en fait, si tu veux, de payer des montants de commissions d'agents qui sont absolument délirants, là où ils n'accepteraient pas de gâcher 1 euro dans leur business originel. Vraiment, en fait, c'est quelque chose que, moi, me dépasse. Comment des gens si précis, si fins, si économes, qui excellent dans le pilotage financier de leur entreprise, pour accepter, quand ils sont présidents d'un club de foot, de rémunérer autant des gens, pour la plupart, qui sont indispensables. Hein, tu sais, enfin, moi, je parle pas de ça. Le besoin de justification instantanée. C'est le moment cramage. Oui, c'est
C'est la passion en fait, c'est la passion qui brûle tout. Donc il faut jamais négliger le pouvoir de la bêtise, jamais sous-estimer le pouvoir de la passion. Et effectivement, t'as des mecs comme Loïc Ferry, et c'est un mec qui adore faire des deals. Lui, son truc, c'est les C'est deals. incroyable. Non, C'est mais faire des deals en fait. ouais. Il adore parler Un deal avec les maker. C'est la agents, passion qui leur fait perdre toute lucidité. Plus qu'un manque de connaissances réelles. Non, mais c'est ça qui est incroyable. Même si- C'est-à-dire que même chez si- Navari, c'est Même si les agents dans cette industrie-là sont ceux qui sont un peu détenteurs du savoir du football. Ce qui fait que les dirigeants s'appuient sur eux, parce que souvent, soit ils n'ont pas le temps, soit ils ne connaissent pas. Effectivement, quand tu discutes avec un mec, alors soit qu'il a plus ou moins de bagou, en plus qu'il te connaît plus ou moins bien, ça donne une sécurité. C'est une sorte de service que tu achètes. Tu achètes un type Oui. qui connaît le ballon. Alors attention aussi à l'agent qui va murmurer dans l'oreille d'un président qui a déjà un directeur sportif et qui va lui dire ton mec il y connaît rien, et voilà, parce qu'encore une fois c'est sûr. voilà. Puisqu'on sûr, parlait de bien David Ventier, c'est à Auxerre qu'il est aujourd'hui. à Auxerre. Voilà. Et qui fait du boulot correct pour le coup, à Auxerre, cette saison. Entre deux gardes à vue. Est-ce que est-ce que Il y a peut-être quelqu'un la télé en veut... garde à vue. Est-ce que quelqu'un veut rajouter un petit mot de la fin, ou est-ce qu'on reste sur David Ventier et ses gardes à vue? Non, David Ventier, les gardes à vue, pas de souci. On est bien, très bien. Impeccable. Et ben, on va quand même clôturer avec nos petites recommandations culturelles hebdomadaires. Et on garde le même ordre que pendant cette émission. Je laisse Thibaut commencer. Oui, donc moi je vais recommander La Fièvre parce que je pense que c'est une série intéressante à voir sur la sensation que provoque. Moi, c'est la première fois que je voyais une série ou quelque chose qui était écrit sur la tension identitaire d'un point de vue médical. Et je trouve que ça, c'est très bien vu de la part de l'auteur. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une sensation physique. Il y a quelque chose de physique, et il y a quelque chose qu'il faut... Et évidemment, avec le football au cœur de cette fièvre-là, ça aussi, c'est bien vu. Je pense que c'est vraiment la grande métaphore des tensions identitaires. Donc j'ai vu les 2 premiers, je crois qu'il y a la 3e là, lundi soir, donc ce soir. Il y a toujours ce côté des séries Canal pénibles où on fait la morale, ça c'est très pénible, mais l'idée me suffit. Oui, il y a toujours besoin d'avoir. Le jeu d'acteur. Je pense toujours à qu'est-ce que ferait Scorsese à la place. Le jeu d'acteur est pas dingue non plus. Hein. Non, à part Tim qui est absolument extraordinaire en fait dans son caméo. Vous allez voir ce que vous allez voir. Mais les leçons de morale sont un peu pénibles, mais pour le reste, je pense que c'est à voir au moins pour que. Je crois que c'est Benjamin Biolay qui m'a vraiment vacciné de cette moi, série. je suis très surpris de cette recommandation de Thibaut parce que j'ai commencé, j'ai regardé 25 minutes, mais j'ai pas pu continuer. Ça a suscité énormément de réactions épidermiques, cette série. Et de plus en plus. Et c'est ça qui est intéressant. Moi, je trouve que c'est une flopée de caricatures aussi sur le monde footballistique qui est un peu difficile à entendre. Tim. On m'a dit que je pouvais aller vers n'importe quoi. J'ai vu un spectacle de danse absolument magnifique qui m'a intéressé, qui m'a touché, qui est passé c'est 1h30 de mon temps qui sont passés en 20 minutes. Ça s'appelle Stories. C'est la compagnie de Romain Racheline Borjo. Stories. Et en lien avec le maire de Fréjus, non ? Ah, aucun. Voilà, c'est un super spectacle. Alors ils ont fini leur tournée justement quand je suis allé les voir. C'était leur dernière, mais ça va reprendre à partir du printemps, et je le recommande à tout le monde, autant pour la. Pardon ? Tu l'as vu où ? À Paris. À Paris. Enfin là en l'occurrence, leur dernière était justement à Issy-les-Moulineaux dans une grande salle, mais ils sont passés par toutes les grandes salles de France. Ils ont joué à Londres, ils ont joué en Belgique. Et c'est voilà, c'est une grande performance sportive parce que c'est grandiose, une mise en scène exceptionnelle et une musique splendide. Bref, un magnifique spectacle. Parfait. Stories. David. Alors moi, c'est beaucoup moins artistique, mais j'ai découvert un podcast anglais qui s'appelle The Upshot, UPCHOT. C'est un groupe une bande de 3 mecs anglais. Alors il faut enfin moi j'ai habité en Angleterre. Je pense qu'il faut s'accrocher au niveau de l'accent, mais qui font des épisodes sur tout ce qui est toutes les stars des tabloïds anglais. Donc l'épisode sur John Terry est absolument exceptionnel. Ils ont un compte Twitter qui est très bien aussi. Il retrace pendant un quart d'heure l'année, je crois que c'est 2004-2005, où John Terry est pris la main dans le sac en train de tromper sa future femme 6 fois. Et ils font en fait une chronologie assez drôle en fait des événements qui est très très drôle. Là, j'ai fini en fait l'épisode sur Harry Redknapp et je riais à
à gorge déployée dans le métro. Je pense que les gens me regardaient en fait de façon vraiment bizarre, mais c'est authentique, c'est pas prétentieux, c'est très marrant, c'est plutôt bien documenté, c'est très rythmé. Franchement, pour les fans de foot anglais, de culture un peu pop anglais, je le recommande. Très drôle, très très drôle. Dernier épisode sur le fait que Thibaut Courtois ait volé la meuf de Kevin De Je Bruyne. l'ai écouté aussi. Très franchement, c'est drôle. Je l'ai pas écouté, mais très franchement, c'est très drôle. Les mecs sont très marrants, très très marrants. Très bien. Flo. Moi, je vais plutôt parler de spectacle de danseuses plus que de danse. On est en pleine quinzaine sainte. Je sais pas si ça vous parle, mais moi, ça me parle parfaitement. La quinzaine sainte belge, donc qui est la quinzaine de jours, de classiques flamandes sur les pavés et les monts belges, qui s'arrêtent ce dimanche autour des Flandres. Donc là, on est en plein cœur. Et on a une. J'étais à San Remo le jour de l'arrivée de la. C'est vrai ? T'as pas été voir le final ? Moi, j'étais à la plage, moi. Oh là là, mais c'est pas vrai. T'as acheté il est revenu avec une fausse pochette Vuitton, ouais, à mon avis. Une doudoune sans manche Gucci. Une Guccio. Une Gaccio. Bruno Gaccio, il est revenu. Ouais. Donc non, on a une superbe quinzaine sainte là en ce moment qui est pas finie, donc on est à la moitié. Il reste encore à travers la Flandre mercredi et le Tour des Flandres évidemment, grand monument dimanche. Et puis sinon, petite reco aussi parce que je l'ai enfin vu, mais je vais pas m'éterniser parce que tout le monde l'a recommandé, qui a un lien avec le cyclisme aussi, mais c'est Anatomie d'une chute que j'ai enfin vu la semaine dernière, que j'ai vu il y a pas longtemps aussi. Un excellent film de Justine Triet. Excellent. Oh là là. Contrairement, j'étais sûr. Voilà, bien pensant. J'étais sûr que t'allais dire ça. C'est un bon téléfilm de France 3. Moi, exactement. Moi, je croyais qu'il allait avoir Victor Lanoux allait débarquer, moi. C'est exactement ça. Je cherchais Victor Lanoux, c'est un peu ça. Antoine Reynard, par contre, dans le rôle du téléfilm prétentieux, quoi. C'est dingue. J'étais sûr que t'allais dire ça. C'est un excellent film. N'écoutez pas Thibaut Leplat. Il n'y a pas de métaphysique, c'est un film sans métaphysique. C'est pas intéressant. Et je clôturais ces recos avec un article de The Athletic, puisque ça fait longtemps qu'on n'a pas recommandé un article de The Athletic sur l'histoire. Je suis sûr que David va avoir une anecdote sur ce gars-là. De Jamie Cassidy, le prodige de Liverpool, devenu conspirateur de cocaïne. Ouais, avec son grand frère. C'est son grand frère qui dit de la coke. Incroyable. Et exceptionnel article qui revient un petit peu sur toute la carrière de Jamie Cassidy. Ouais, c'est son grand frère qui dit de la coke. Et qui trouve un étrange rebond dans l'actualité de Quincy Promes. Oui, exactement. D'ailleurs, j'avais recommandé l'article sur Quincy Promes de The Athletic il y a pas longtemps. Alors, il y a un article aussi de The Athletic qui j'ai envoyé à Kevin Diaz d'ailleurs ce matin sur les liens entre les joueurs néerlandais et la mafia. Le trafic de drogue, ouais. Oui. Trafic de drogue. Ouais. C'est assez flippant. Ouais, c'est assez flippant, ouais, c'est assez sérieux. Mais voilà, moi j'aime bien toutes ces petites anecdotes-là, donc je recommande cet article et je recommande évidemment, pour clôturer cette émission aussi, évidemment la recommandation permanente du Comex, la revue de l'After, disponible depuis peu de journaux et sur le site l'after.media, qui est en lien évidemment avec notre sujet du jour, les agents, les vrais maîtres du game footballistique. Voilà, l'article de Tim qui est un peu qui est un peu triste pour les journalistes en fait. Très franchement, je me suis quand j'ai fini l'article, je me suis dit waouh. Ouais, exactement. Et avec un dossier aussi sur l'Euro 84 dont on n'a pas parlé encore dans cette émission, mais voilà, très bon numéro de la revue de l'After que je recommande chaudement. Messieurs, merci beaucoup pour ce nouvel épisode. Merci Tim pour cette première. Merci de l'accueil. Bravo à toi. Restez connectés évidemment sur 11e art si vous pouvez nous soutenir. Il y a une cagnotte LEASSO pour recevoir des dons qui sont évidemment essentiels pour nous et pour Raphaël Pimenta. Et n'hésitez pas, si vous le pouvez, à partager, liker, vous abonner, mettre des petites étoiles. Vous connaissez la formule. C'est hyper important toujours pour nous. Messieurs, merci et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao. Salut.